Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des lésions séromucineuses. Alors tout d'abord, un petit point de clinique. Les lésions séromucineuses, elles arrivent généralement chez les femmes qui sont âgées de la trentaine. Elles se découvrent par des douleurs abdominales ou alors par une masse abdominale ou même une découverte fortuite lors d'une échographie. C'est une tumeur qui est associée à l'endométriose et c'est une tumeur qui est aussi souvent bilatérale. Donc pas dans un contexte de métastase, vraiment quelque chose de primitif ovarien bilatéral. C'est suffisamment rare pour le souligner. Ensuite, comme pour toutes les tumeurs épithéliales, les cystadénomes borderline carcinome, ici on a une petite différence, c'est que les cystadénomes c'est extrêmement rare et on ne va pas en parler aujourd'hui, et les carcinomes séromucineux ont existé un temps, mais maintenant n'existent plus. Un carcinome séromucineux, on le passe tout de suite en fait en carcinome endométrioïde, donc ça n'existe plus, c'est un terme à proscrire. Et donc nous aujourd'hui on va se concentrer spécifiquement sur les tumeurs séromucineuses borderline. Alors voici donc l'architecture à faible grossissement d'une tumeur séromucineuse borderline, et à partir de là, le diagnostic en fait il est assez simple. Les tumeurs séromucineuses borderline, elles ont une architecture assez typique. En fait, ce sont des papilles qui sont plutôt volumineuses, très volumineuses même, avec un important remaniement œdémateux. À plus fort grossissement, on observe, ça c'est le deuxième point qui est important, c'est ces remaniements inflammatoires type de polynucléaire qui vont justement se mettre au niveau du chorion des papilles et également un petit peu dans le revêtement épithélial. Le troisième, toujours encore les remaniements inflammatoires et l'œdème très important. Donc œdème, papille volumineuse et inflammation polynucléaire. Ensuite, le revêtement épithélial. Quant à lui, c'est une tumeur séromucineuse, donc il est mucineux par endroits, il est séreux à d'autres endroits. On peut retrouver, là regardez c'est beau avec les cils comme ça, de la métaplasie tubaire. Et parfois on a aussi des aspects où on sait même plus si c'est trop mucineux, séreux, ça fait un petit peu un clou tapissier comme ici, ou encore comme ici, toujours avec l'inflammation de polynucléaire. Ensuite, petit point sur l'immunohistochimie, sur les tumeurs séromucineuses. On va retenir, on va faire simple, les tumeurs séromucineuses, en fait, elles ont un profil immunohistochimique, elles ont le même profil que les tumeurs endométrioïdes. C'est-à-dire qu'elles vont exprimer PAX8, les récepteurs hormonaux et à la progestérone. Elles ne vont pas exprimer WT1. Le CK7 sera positif tandis que le CK20 sera négatif. Et on va avoir une P53 de phénotype sauvage. Les diagnostics différentiels. Donc on est face à une tumeur qui est d'architecture papillaire. Donc on va avoir comme diagnostic différentiel les tumeurs séreuses borderline et les tumeurs mucineuses borderline. Globalement, pour faire la différence avec une tumeur séreuse vs séromucineux, c'est tout d'abord l'architecture de nos papilles. Sur la séreuse, on va être sur une architecture beaucoup plus arborescente, alors que là, ça va être plus des papilles très volumineuses, très œdémateuses. Ensuite, le WT1 va énormément nous aider. Les récepteurs hormonaux, bon, ils seront positifs sur le séromucineux, ils peuvent être aussi positifs dans le séreux, ça ne va pas tant nous aider que ça. L'axe fibreux, ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Pour les tumeurs séreuses, on voit à fort grossissement qu'on a souvent quand même un axe plutôt fibreux, alors que là c'est un axe œdémateux. Et enfin l'inflammation qui est aussi assez caractéristique pour les tumeurs séromucineuses. Maintenant, pour faire la tumeur, je vais y arriver. Pour faire la différence avec les tumeurs mucineuses borderline, là cette fois-ci, les papilles, elles vont être fines, courtes, et elles vont se ramifier les unes avec les autres. Alors que là, elles sont énormes et elles sont œdémateuses. Ensuite, l'immunohistochimie, elle va également nous aider, puisque les tumeurs mucineuses, elles n'expriment pas PAX8, elles n'expriment pas non plus les récepteurs hormonaux. Les papilles, ça on a dit. L'inflammation, toujours à l'avantage du séromucineux avec ses inflammations en polynucléaire. Et enfin le CK20, qui peut être plus ou moins, je parle bien des tumeurs mucineuses vraiment primitives de l'ovaire, le CK20 peut parfois être un petit peu positif. Alors que les tumeurs séromucineuses, le CK20 sera négatif, puisque ça a une immunohistochimie de tumeurs endométrioïdes. Et donc, pour conclure, on a à la fois une composante séreuse et mucineuse, donc séromucineux, comme quoi c'est bien fait. Ensuite,
C'est essentiellement du borderline, c'est très rare d'avoir du citadénum ou de l'adénofibrome séromucineux. Je vous en ai même pas parlé aujourd'hui. Les papilles, elles sont volumineuses et œdémaciées. Euh, Important, l'infiltrant inflammatoire de polynucléaire, j'insiste bien dessus. L'immunohistochimie de type endométrioïde, c'est une tumeur qui est associée à l'endométriose, comme le carcinome à cellules claires, comme le carcinome endométrioïde. Elle est assez souvent bilatérale. On peut retrouver, ça c'est rare aussi, des implants péritonéaux, comme les tumeurs séreuses, borderline, alors que les tumeurs mucineuses borderline, on n'a pas d'implant, mais les tumeurs séreuses et séromucineuses, on peut retrouver ces implants péritonéaux. Et le carcinome séromucineux n'existe pas, tout du moins n'existe plus, c'est maintenant un carcinome endométrioïde. Voilà, merci à tous pour votre attention, la bibliographie comme d'habitude, et bonne journée à tous.